jour se lève à Rang-du-Fliers, dans la pâleur du 23 décembre 1922. En cette aube, qui est aussi celle d'une vie, le destin, avec Sainte Victoire, la sainte du jour, adresse un premier signe à une petite fille qui vient de naître. Henri Ostermeyer, le père, appose sa signature sur le registre d'état civil. Plus qu'un prénom, Victoire aurait pu être une prémonition, mais c'est Micheline qui entre dans la vie. S'ouvre alors un nouveau chapitre, dans une émouvante fresque familiale où Henri n'oubliera jamais de commenter l'image d'un instant captif. J'ai toujours aimé feuilleter les vieux albums de famille, m'attarder dans la contemplation de ces vieilles figures disparues. Leurs images souvent jaunies, amusantes ou attendrissantes par leur gravité ou leur charme désuet, évoquent un passé que l'on regrette malgré soi, le bon vieux temps. En réalité, les événements qui remplissent l'existence n'ont rien de remarquable. Et quand au seuil de la vieillesse, l'on regarde en arrière, on se dit mélancoliquement, c'est tout cela la vie? Oui, c'est cela, et c'est bien peu. Et à moins d'un destin glorieux ou tragique, il n'y a pas grand-chose qui vaille la peine d'être conté. Le destin. Tout au bonheur de sa jeune paternité, il ne sait pas Henri tout ce que ce mot revêt d'indéchiffrable mystère. En 1914, jeune ingénieur agronome, il est happé dans le tourbillon dévastateur de la Grande Guerre. À Verdun, sous une pluie de fer, de feu et de sang, il rêve d'une jeune fille rencontrée en juin 1912. Vannes et le golfe du Morbihan ont abrité la jeunesse d'Odette, où Lucien Laroche, son père, pianiste et compositeur de talent, ami de Gabriel Fauré, a fondé le Conservatoire de musique. Odette est sportive, mais c'est dans la musique, qui révèle son talent de pianiste, que s'inscrit son univers quotidien. Verdun est un enfer. Dans les tranchées ou les casemates, la vie n'est supportable que dans l'espoir d'un lointain ailleurs, d'un peut-être incertain. Pour Henri, l'espoir s'appelle Odette. Odette, qui est devenue sa marraine de guerre. Et l'amour naissant finit de se cristalliser dans l'angoisse de cet instant barbare. Aimer pour survivre. Survivre pour aimer. Lorsque la grande faucheuse suspend son atroce besogne, la vie enfin renaît pour Odette et Henri. 1922. Henri est un colosse de 33 ans plein d'humour et de tendresse. Depuis quelque temps, il dirige à Rang-du-Fliers un centre d'apprentissage pour pupilles. C'est ici que Micheline voit le jour, fait ses premiers sourires, ses premiers pas, et puis étonne Henri déjà de ses jeunes promesses. 1925. À 2 ans et demi, je lui ai appris en 2 jours les 24 lettres de l'alphabet. Elle a une mémoire extraordinaire et l'oreille musicienne. Toute sa vie s'organise harmonieusement autour de la musique dans le cadre familial. Michou va avoir 6 ans. Ce beau brin de fille, fort grande pour son âge, témoigne des dons les plus variés. Elle est déjà très forte en piano. Elle apprend à la maison l'orthographe, l'arithmétique et émerveille ses institutrices et nous-mêmes. C'est à l'île aux Moines, havre privilégié de la famille pour les vacances d'été, qu'une petite pianiste de 6 ans rencontre pour la première fois un public au concert de la fête Saint-Michel. Henri, nommé au bureau d'études sur les engrais, s'installe à Tunis en 1929. Commence alors pour la famille un épisode nouveau dans les années bonheur. 1930. Pour la première fois, Micheline va à l'école et découvre avec étonnement qu'elle bat tous les garçons à la course. Mais elle n'oublie pas les cours du Conservatoire de Tunis où elle vient d'entrer. Michou n'a pas encore 8 ans. Elle travaille remarquablement le piano, tout en laissant présager qu'elle deviendra une belle virtuose. Sous le soleil méditerranéen, Micheline s'adonne au plaisir du jeu et puis bientôt du sport.
Si le piano reste la préoccupation première, le but même de son existence, c'est avec le plus grand naturel qu'on intègre dans cette éducation libérale les grands élans du corps. Mais la musique est exigeante, qui oblige Michou, pour s'y consacrer davantage, à quitter l'école pour le préceptorat familial. Dans la merveilleuse maison qu'Henri vient de construire, elle travaille le piano avec sa mère. Puis en 1935, élève de Tito Aprea, elle donne un récital qui consacre son jeune honneur que Micheline a retrouvé l'école où elle est admise comme auditrice libre. Ces brillants résultats lui valent d'emblée une intégration en classe de seconde, dès le 2e trimestre. D'après mon souvenir, elle n'est pas allée beaucoup à l'école. Mais je me souviens qu'à un moment donné, elle y est allée, je ne sais pas pourquoi. Et elle est allée en classe, et tout d'un coup, elle fait des prodiges en mathématiques. Ben, ça, c'est un de mes souvenirs aussi. Je disais qu'elle était d'une espèce de génie aussi en mathématiques. Elle découvre un jeu à sa taille, le basket, puis le saut en hauteur et le lancer de poids. 1941, Micheline s'abonne à l'excellence. Majeure à la première partie du baccalauréat, elle remporte 5 titres au championnat de Tunisie d'athlétisme. Puis elle entame une carrière de musicienne professionnelle à la radio. Le succès la grise d'autant moins que tout se passe naturellement, dans la facilité, sans qu'elle ait cherché autre chose que le bonheur de bien faire. Sa rencontre avec Antoine Olivieri, en 1944, l'engage à une pratique plus rigoureuse de l'athlétisme. Elle apprend le rouleau californien, sur un sautoir exigu qui ne lui autorise que 5 foulées d'élan. Elle en restera toujours à cette habitude peu propice à la pleine exploitation de sa prodigieuse détente. Au cours d'une compétition, elle bat le record de France du lancer de poids. Mais la métropole est bien loin. La Fédération nationale, qui n'est pas informée de cette performance, ne peut l'homologuer. « 1945. Les canons se sont tus. Micheline retrouve Paris dans le printemps ressuscité. Paris et le conservatoire. Lorsqu'une pianiste, qui se prétend lanceuse, frappe à la porte de la Fédération, quelques sourires dubitatifs accueillent cette visiteuse d'un autre monde. Micheline a senti le sarcasme. C'est sur le stade qu'elle entend administrer la preuve de ses immenses possibilités. Elle devient championne de France du lancer de poids. C'est une bagarreuse. Son but, c'était de vaincre. Rien n'était laissé au hasard dans sa préparation, que ce soit sa préparation sportive ou que ce soit un concert. C'était toujours la perfection qui était recherchée. Nous étions les plus grandes rivales sur le stade et les meilleurs amis dans la vie. Micheline passe l'automne en famille. Elle reprend le basket, puis donne des récitals à Tunis, Alger et Casablanca. En janvier, elle réintègre le conservatoire. Dans la classe de Lazare Lévy, elle travaille d'autant plus son piano qu'une blessure à la cheville la tient éloignée des stades. En juillet 1946, Micheline remporte le premier prix du conservatoire. La musicienne est comblée. La sportive le sera 2 jours plus tard à Bordeaux, où elle confirmera sa suprématie au lancer de poids et où elle s'affirmera comme une sauteuse de premier plan. À Oslo, en août, elle participe à ses premiers championnats d'Europe. Elle devient vice-championne du lancer de poids. Malgré son sourire, Micheline est déçue par le concours du saut en hauteur. Mais elle ne se résigne pas à des seconds rôles. 15 jours plus tard, elle bat le record de France du saut en hauteur avec 1,61 m. La Tunisie, déjà, et sa chère famille, éveillent en elle un manque. C'est auprès de sa mère, dans le nid tendre de la Kouba, qu'elle revient préparer son premier récital parisien. Championne de France en 1947 au lancer de poids
et au saut en hauteur, elle est sélectionnée pour les Jeux universitaires mondiaux organisés par la France au Stade Charletti. La douleur d'une méchante entorse la tenaille, même au piano où elle passe 5 heures par jour. Mais rien ne peut endiguer son envie de jouer, de lutter, de surmonter l'obstacle. Finale du 80 mètres haies féminin aux Jeux universitaires mondiaux. Sur la ligne droite de Colombe, dans un style qui ne manque pas de pureté, la Finlandaise Jans triomphe en 11 secondes 9 dixièmes devant l'Italienne Franco et la Française Coimet. Saut en hauteur féminin. La Française Ostermeyer nous vaut une des nombreuses victoires de la France qui triomphe au classement général par nation. Micheline rancée de poids. La légende déjà est en marche. La saison se termine, les feux de la rampe s'éteignent. Comme toujours, elle est seule à Paris. Seule, sans argent et sans nouvelles de sa famille, pendant les longues grèves de 1947. Elle se contente d'un seul petit repas et joue 7 heures par jour pour préparer le concours international de musique de Genève dont elle sera lauréate. Elle revient à Tunis, insomniaque, usée par la précarité de ses conditions d'existence et par une débauche d'efforts qui ont entamé son exceptionnelle robustesse. Mais la tendresse du climat est trop grande pour laisser dériver Micheline. Il y a trop en elle de force et d'énergie vitale pour aller au naufrage. C'est avec le sport et le soutien d'Antoine Olivieri qu'elle reprend pied. Elle revient sur le stade, gagne 3 titres au championnat de France, celui du lancer de poids bien sûr, mais ceux aussi du sprint et du pentathlon. Elle est 2e en hauteur et puis enfin 3e dans une discipline nouvelle pour elle, le lancer du disque. Si la technique de la débutante rend les résultats aléatoires, on fait confiance à la gagneuse en la sélectionnant dans cette spécialité pour les Jeux Olympiques, d'autant plus que sa participation est acquise au poids et en hauteur. En juillet 1948, les Jeux sortent du gouffre où les avait précipités le cauchemar hitlérien. Et c'est à Londres, symbole de la résistance à l'asservissement des hommes, que le drapeau frappé des 5 anneaux flotte dans le vent de la liberté triomphante. À l'heure où la France rurale se prépare à la moisson, la France sportive entend glaner quelques médailles dans le champ clos des arènes olympiques. Au Jeu national des pronostics, les citations vont à Ansen ou Jany. À Londres, en présence de leur Majesté le Roi et la Reine d'Angleterre, 82 000 spectateurs et 6 000 points du monde assistent à l'inauguration des 14e Jeux Olympiques de l'ère moderne. John Mark, le dernier porteur du flambeau venu d'Olympie qui entre dans le stade. La minute est grandiose. C'est au Major Finlay, héros du sport et de l'aviation, que revient l'honneur plus symbolique. 12 années après sa médaille d'argent de Berlin, l'aviateur Finlay, celui-là même qui prêta le serment, se retrouve au tapis. Oh my God! On se souviendra du regard pathétique d'un survivant de Dachau, le marathonien Lucien Gailly, frappé par une terrible défaillance, dans ce stade où il était entré premier, puis dépassé 2 fois sur son chemin de croix. Alors on a fait 2e du 4x4. On n'a pas eu beaucoup de chance parce que les Jamaïcains se sont claqués, les Italiens ont été, je crois, disqualifiés, et on n'a pas eu beaucoup de chance parce que si les Américains s'étaient aussi claqués, on gagnait le 4x4. On a dû se contenter de la 2e place. C'était une belle récompense pour des athlètes qui étaient de toute façon très valeureux. Depuis la 2e marche du podium, le décathlonien Ignace Henrich contemple le drapeau de sa liberté retrouvée, avec l'indicible émotion de l'enrôlé de force qu'il fut. Ce drapeau qui avait ouvert les Jeux
et qui fait aussi la clôture avec la 3e place de Micheline au saut en hauteur. 42 années se sont écoulées. Micheline revient à Wembley pour la première fois. Pour combien d'émotions, combien de souvenirs. Mais l'arène n'est plus celle de la mémoire, qui parlait de sport-jeu et de fraternité. Les temps ont bien changé. Dans la froide lumière de ce matin d'hiver, la balade nostalgique s'achève dans l'immense marmite, où la violence des passions débridées s'exaspère dans un bouillonnement d'argent. Je me rappelle mes émotions ici, mais le stade a complètement changé. Il n'y a plus de piste d'athlétisme. Ensuite, il y a un étage supplémentaire et c'est couvert. Et c'était complètement dégagé. C'était beaucoup plus impressionnant, ça faisait beaucoup plus grand, vous voyez. Puis il y avait évidemment un monde fou. La cérémonie d'ouverture, j'ai tenu à y participer, alors que j'aurais pu en être dispensée parce que je lançais le lendemain. Finalement, j'avais raison d'être là parce que ça ne m'a pas fatiguée pour le lendemain puisque j'ai gagné. J'avais bien raison d'être venue. Le lancer du disque, j'étais assez inquiète avant. Je ne savais pas du tout ce que je pouvais faire comme performance. J'ai commencé déjà par faire la même chose qu'au championnat de France qui m'avait valu la sélection. Et après, sur les 6 jets, il y en a 5 où j'ai fait à chaque fois 1 mètre de plus et ça a commencé à devenir intéressant. Et la concurrente, la meilleure, qui avait les meilleures performances de l'année, était une Italienne et qui était en tête. Et je pensais qu'à mon dernier lancement, et j'ai encore fait 1 mètre de plus et je suis passée devant tout le monde et c'était fini, la compétition était terminée, j'avais donc gagné. Alors, c'était vraiment tout à fait inespéré et on a beaucoup de mal à s'habituer brusquement à avoir gagné une épreuve pareille. Bien, ensuite, au bout de 40 ans, je me suis habituée. Le saut en hauteur, comme c'était la dernière journée, ce qui arrivait souvent pour le saut en hauteur féminin, il y avait des épreuves très importantes, les relais, et le public était fort agité. Au moment où je courais, après m'être bien concentrée, et sans m'être occupée de ce qui se passait à l'extérieur, parce qu'autrement on n'est pas concentré, l'hymne a éclaté pendant que j'étais en pleine course. Ça m'a beaucoup troublée parce que je me suis dit, bon, ils sont tous au garde à vous et moi je suis en train de courir. Alors, mais je n'ai pas voulu m'arrêter parce que j'étais lancée, puis j'aurais peut-être réussi. En tout cas, là, j'ai raté. Et c'était fini, j'étais éliminée. D'être venue et d'avoir participé et d'avoir eu la chance de réussir assez bien, enfin de faire le maximum de ce que je pouvais être prévue pour faire. Alors là, comme ça, je n'ai pas de regret à avoir. Au saut en hauteur, j'ai fait 3e, mais je n'étais pas capable de battre les 2 premières. Alors donc, j'ai rien à me reprocher. Donc c'est vraiment un très très bon souvenir. Tout le monde était content d'être là. C'est vraiment un très grand bonheur. Je pense que c'est toujours la même chose. Maintenant, peut-être que la nourriture est meilleure, mais je pense que ce sont des ambiances extraordinaires dont on se souvient toute sa vie. Que nous nous retrouvons tous maintenant, nous sommes comme frères et sœurs toujours. C'est éternel. Micheline revient à Paris sur le tapis rouge des louanges et des sollicitations. Le sport est à l'honneur. Le président de la République a tenu à féliciter lui-même Micheline Ostermeyer, championne olympique, Marcel Cerdan, champion du monde de boxe, et avec eux tous ceux qui ces derniers mois ont illustré dans le sport les couleurs françaises. Sourire heureux, sourire glorieux, le sourire de la semaine.
Micheline est la réalité concrète du message philosophique qu'on veut transmettre au travers une pensée humaniste. Micheline remplit d'autant mieux cette mission qu'elle est en même temps l'expression de deux éléments de la culture. Alors effectivement, c'est la symbiose des deux et ça prouve mieux ce que l'on veut prouver. J'ai été tout de suite émerveillé effectivement par ces résultats et puis je savais bien sûr qu'elle était une grande pianiste déjà. Moi j'étais jeune dirigeant du Bordeaux Étudiant Club, je m'étais investi dans le sport et j'ai eu tout de suite l'idée de l'inviter après son titre à Bordeaux parce que ça me paraissait intéressant que dans un milieu de sport universitaire elle puisse venir apporter déjà ces deux éléments de la culture. Alors elle est venue à Bordeaux et j'ai toujours sur moi, ça doit être dans mon sac, j'ai toujours sur moi ma carte du bec. Je dois retrouver le souvenir de Micheline Ostermeyer. Tenez, le voilà, il est dans un piètre état. 49,50, Bordeaux Étudiant Club, j'avais payé ma cotisation. Et au dos, il y a écrit « À l'aimable Monsieur Paillou, Micheline Ostermeyer ». Je ne vous mens pas, c'est en 49 que j'ai fait sa connaissance au Bordeaux Étudiant Club dans un cadre de sport universitaire. L'année 49 se passe au clavier et c'est à la salle Gaveau que la pianiste décide d'aller chercher la consécration. Tout juste prend-elle le temps, en passant par Athènes, de chausser ses pointes et ses lunettes noires pour y battre un record de France. Elle est reçue, fêtée, applaudie, décorée, distinguée et bientôt statufiée. Elle avait son piano sur place dans sa chambre au premier étage de ce qui est maintenant le bâtiment médical de l'Institut national des sports. Et entre deux gammes et deux exercices, elle pouvait descendre sur le stade. Il faut reconnaître d'ailleurs que bien souvent, c'est moi qui est obligé d'aller la chercher parce qu'elle préférait visiblement le piano au lancer du disque ou au lancer du poids. Il me semble qu'elle devait dépasser 85 cm de détente verticale, ce qui impliquait évidemment des qualités assez extraordinaires. À l'Institut national des sports, Micheline prépare les championnats d'Europe d'athlétisme qui auront lieu en Belgique. Comme les temps, le sport change. On enterre les vieux clichés et avec la force et la grâce, les rôles masculins et féminins. Le sport au féminin, ce n'est plus forcément du sport féminin. Micheline le découvre qui se heurte au mastodonte soviétique. Elle se classe 3e au lancer de poids. Elle n'avait rien, si j'ose dire, d'un déménageur de piano, et pourtant, elle aurait pu. Et c'était une fille harmonieuse, elle était solide, c'était une belle plante. Rien à voir avec les gros tas de gélatine qu'on a vus ensuite, avec ces grosses cuisses tremblotantes. Aux 80 mètres haies, un départ médiocre pénalise sa technique encore très perfectible. Fanny Blankers-Koen se hâte d'aller cueillir un nouveau bouquet. Pour Micheline, c'est l'année du bronze. Championne comblée, artiste reconnue, Micheline incarne la femme mythique. Mais la tête est solide, sous les couronnes de laurier. Et la vie reste simple,
dans l'amour essentiel qu'elle porte à sa famille. 1950, à l'INS, où le président Auriol découvre, figé dans le bronze, le geste auguste de la lanceuse, l'horizon de Micheline s'ouvre sur Helsinki et les Jeux Olympiques. Mais le destin encore, embusqué au détour d'un regard, prépare d'autres verdicts. La compétition va son train. Micheline s'entraîne, sans se douter encore que l'itinéraire sportif s'achève. Pour l'heure, ses préférences vont vers les haies, même si le pentathlon fait apparaître toute la gamme de son talent. À cette époque, la musculation n'était pas la panacée, mais tout le monde comprenait, et nous les premiers, qu'il était absolument nécessaire. Et Micheline, qui craignait pour ses doigts, car le piano passait évidemment, comme je viens de le dire, elle demandait à ne pas trop faire de musculation, et si possible, pas du tout. Elle a bien vécu à son époque, je trouve. Elle était bien à sa place. Je la verrais moins bien aujourd'hui. Je ne la vois pas aujourd'hui devoir affronter les sponsors pour négocier ses contrats. Ça ne lui ressemblerait pas, je trouve. Signe dérisoire d'une époque révolue, la fédération, celle-là même qui 20 ans plus tôt faucha la Doumègue en pleine foulée, parle de disqualification, sous le prétexte que le succès de la musicienne eût pu se nourrir du renom de la sportive. C'était une jeune femme absolument désintéressée. Maintenant, elle ne peut pas comprendre, et j'espère qu'elle n'est pas la seule, qu'on puisse courir le cachet lorsqu'on fait de l'athlétisme et qu'en définitive, on fasse quelque chose, on s'entraîne pour gagner de l'argent. Elle n'a pas été aidée par ces titres sportifs. Et maintenant, évidemment, je comprends qu'elle, de temps en temps, elle réagisse un peu violemment parce qu'effectivement, l'amateurisme, c'était quelque chose d'extraordinaire et de spécial, d'intéressant. Peut-être que le sport n'est plus un plaisir pour les grands champions maintenant. Et ça, c'est très dommage. À cause de ça, je regrette que l'argent ait pris tellement de place. La joie doit avoir un peu disparu. Pour Micheline, les joies de l'athlétisme se dérobent brutalement lorsqu'elle doit céder sous d'intenables douleurs vertébrales. Une page est tournée, inoubliable pourtant. Et déjà la suivante s'écrit à l'encre du bonheur. Que pourrait-elle d'ailleurs regretter, puisqu'elle part pour Beyrouth, où l'attend René Gazard. Gazard, l'Arménien au regard farouche. J'ai beaucoup de regrets qu'elle n'ait pas pu continuer jusqu'aux Jeux Olympiques de 1952, car là, elle eût été en pleine force, dans la pleine force de l'âge, et avec un tout petit peu de musculation, et je pense qu'elle aurait fini par accepter, il est certain qu'elle aurait été, enfin certain, on ne peut pas dire certain, mais il y avait de très fortes chances qu'elle ait remporté le titre au pentathlon. Évidemment, j'ai regretté beaucoup de ne pas participer aux Jeux Olympiques d'Helsinki, parce que je souffrais d'un lumbago chronique. Je ne pouvais pas courir ni lancer. Et j'ai regretté de manquer ce grand plaisir, cette grande excitation, cette grande joie des nouvelles compétitions. Et peut-être aurais-je décroché le titre olympique sur les haies. Mais je n'ai pas pu participer. Alors ça, c'est aussi un regret, voilà. Mais ce sera tout de même surtout des joies dont je me souviendrai, parce qu'on peut toujours faire mieux, il faut bien s'arrêter à un moment quelconque. Alors.
Micheline et René sont installés en France avec Joël et le petit Alain, qui sera le légataire de la tradition musicale familiale. On en est sûr lorsqu'on l'entend jouer du violon à 6 ans. Mon mari était très passionné et très farouche. C'était un Arménien qui était né à Antioche, dans la région de Musadag, célèbre pour les 40 jours de siège que les Arméniens réfugiés dans les montagnes ont subi. Et mon mari, qui était l'aîné, il avait 14 ans, est resté très marqué par ces événements. Et tout le temps, ensuite, il a voulu aider les enfants malheureux. Il avait une tendresse particulière pour tous ces enfants déportés et perdus. Et toute sa vie, il a cherché à s'en occuper, faire quelque chose pour eux. Il a fait des études de psychopédagogie, il a été éducateur. Et évidemment, il s'est occupé merveilleusement de tous ces enfants qui n'étaient pas les siens, et forcément des siens encore mieux. Mai 1965, la route du bonheur s'interrompt dans une tragique croisée du destin. René livre contre la maladie soudaine un combat inégal. Mais il lui faut terminer la communication qu'il doit faire au congrès de kinésithérapie de Paris. Terminer, ne pas abdiquer, résister pour enfin, au point final, mourir vainqueur. Rien jamais ne sera plus pareil. Il faut apprendre le sacrifice d'une carrière lorsque la soliste s'efface derrière le professeur de conservatoire. En ce qui concerne ma vie musicale, je n'ai pas de regrets parce que toute ma vie, depuis mon enfance jusqu'à encore maintenant, j'ai été dans la musique au maximum. J'ai dû donner un peu trop de leçons à mon goût parce que je préférais être devant le piano qu'à côté, pendant que les autres étaient en face. Mais enfin, je ne pouvais pas, que mes enfants étaient encore assez petits, quitter la maison pour partir en tournée. Donc à ce moment-là, les concerts étaient très rares. Et puis ensuite, comme mon mari est décédé de façon extrêmement prématurée, c'était complètement fini. Je n'ai eu qu'à m'occuper tout le temps de donner mes leçons pour faire vivre mes enfants, évidemment, et m'occuper d'eux au maximum, parce que ça aurait été vraiment frivole de ma part de m'enfermer dans une pièce pour jouer du piano pendant que ces petits étaient tout seuls. Alors le regret n'est pas musical, il est familial d'avoir perdu mon mari, qui était un homme providentiel comme père de famille, parce qu'il était très généreux, d'une vitalité extraordinaire. Et alors vraiment, le perdre à 43 ans, comme ça, pour nous tous, pour tous les trois, c'était vraiment une catastrophe irrémédiable. Derrière ton sourire, il y a, petit garçon, la peine inguérissable d'avoir perdu un père. Et puis, qui sait, le désir idéal d'être digne d'une mère idéale. Trop de fardeau peut-être, pour n'être pas un jour jeté hors de la trajectoire rêvée, dans le désordre de la lassitude et de la dépression. Il y a dans Alain tous les dons de sa mère. Intégré comme espoir national d'athlétisme au lycée de Font-Romeu, on peut imaginer une belle carrière. Mais autant de promesses, autant de rêves interrompus aux portes du succès. Odette et Henri ont vieilli en opposant au temps la résistance des gens forts et actifs, unis dans la tendresse. Et puis, tout doucement, ils s'en iront, soutenus par l'amour de leur fille attentive.
Mais le destin n'a pas encore réclamé tout son tribut. Le 14 avril 1990, une main meurtrière rejoint Alain dans sa prémonition. Et face aux agresseurs, il choisit son combat au lever de ce jour, qui sera le dernier. Mourir ainsi, comme jadis je le vis mourir, cet ami qui jetait des regards, des éclairs, tel un dieu dans ma sombre jeunesse, malicieux et profond, un danseur au combat. Mourir ainsi, comme jadis je le vis mourir, en vainqueur, en destructeur. Quand il s'agit de parler des malheurs, j'en ai connu plusieurs, évidemment. Ce sont toujours les pertes des gens qu'on aime. Ça, grâce à la musique, ça se supporte. Je ne sais pas comment font les autres dans la vie sans la musique. Mais comme j'ai été bâtie dans la musique et en permanence construite par elle, je suis comme musique moi-même. Ça me permet de supporter, d'être séparée de ceux qui ont fait la musique avec moi. Parce que je vis encore avec eux grâce à la musique. Je crois effectivement que le désespoir existentiel m'a été épargné à cause de la musique d'abord et du sport que j'ai tant pratiqué dans ma jeunesse. Oui, c'était une façon de sortir de la réalité quand elle était insupportable. L'univers musical de Micheline est parfois traversé par ses anciens élèves, ses amis, tous ceux qui l'ont croisé, comprise, aimée, et qui ne l'oublieront jamais. Je pense que je suis venu à la musique par amour, et ça grâce à elle. C'est avec grand plaisir que je suis son itinéraire de grande pianiste qu'elle est, de virtuose, éblouissante, mais à la fois éblouissante et profonde, avec une puissance, une intériorité qui sont, je dirais, rarissimes de nos jours. Micheline n'était pas du tout écrasante. C'est d'ailleurs c'est invraisemblable parce qu'elle a tout en elle. Tout, la force, la musique, l'intelligence et surtout un amour de la musique et du beau qu'elle a en elle et qu'elle transmet de par sa force intérieure. Elle a de l'humour aussi parfois. Elle est très très douce. Une douceur exquise. Et on se sent bien avec elle. On a tout de suite, il n'y a pas de rapport de maître à élève. C'est toujours un rapport d'égal à égal, une oreille à une autre. Et avec elle, je pense un cœur à un autre. Et du reste, ça se traduit au piano parce qu'il y a juste ce qu'il faut, c'est direct. C'est la musique et que la musique. C'est tout de suite l'état de musique, l'état où les notes chantent, où le cœur parle à travers les notes.
qu'elle est très heureuse devant son piano. Je crois qu'elle a été privée, elle a été empêchée parce que c'est une personne qui n'esquive pas les problèmes ni les obligations qu'elle a envers les autres. C'est une personne qui n'a pas pu travailler comme elle l'aurait souhaité pendant quelque temps. Je crois que maintenant elle peut le faire. Je crois qu'il faut lui souhaiter de continuer à le faire parce que... Et de ces manières, je ne pense pas qu'elle cherche la gloire, la question n'est pas là. Mais qu'elle soit un peu plus entourée, qu'elle ait un peu moins, une vie un peu moins dure. Elle a eu des épreuves épouvantables, épouvantables. Que ça lui soit un peu épargné, qu'elle ne soit pas tout le temps comme ça bousculée par la vie. Parce qu'on peut lui souhaiter. Je vous dis, elle n'est pas là à chercher une gloire, et elle aurait pu l'avoir. Si elle avait voulu beaucoup plus tôt. C'est pas ce qui l'intéresse. La personne elle-même est une personne très, très attachante parce que c'est un peu ce que l'on souhaite, c'est-à-dire à la fois la gentillesse, la discrétion, une certaine pudeur à ne pas donner dans tout le tintamarre qui entoure la vie des stars. C'est-à-dire à vivre très authentiquement, très discrètement ce qu'elle ressent, aussi bien en jouant que dans ses amitiés. Vous savez, tout ce qui touche profondément les sentiments et le cœur, ça ne s'exhibe pas. Elle est venue quand il fallait, avec sa simplicité à l'extrême, qui est très touchante parce que quelquefois elle donne honte aux gens qui font peu de cas d'elle, alors qu'elle mérite tellement plus. Alors moi-même quelquefois je fais un petit peu un examen de conscience, je la vois de temps en temps, bonjour Micheline, et brusquement ça me revient, j'ai quand même, c'était une fille pas comme les autres. Finalement, 40 ans après, on me reparle encore d'une chose que malheureusement je ne fais plus, qui est le sport. Mais je suppose aussi qu'il y a pas mal de personnes qui font plusieurs choses dans la vie. Ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, j'ai eu ces titres olympiques qui ont été une chance. Et c'est pour ça qu'on remarque qu'il y a deux choses, autrement ça ne serait pas aperçu. Je ne trouve pas ça exceptionnel. Ce qu'il faut, c'est avoir de la chance. Micheline a encore tant et tant à donner en musique, en amitié, et dans cet amour qu'elle porte à Joëlle, sa fille, qui enseigne bien loin dans une université portugaise. C'est quand le temps n'est plus que la vie est puissante, libérée de l'ego, de l'éternelle attente. Cette force et sa paix vibrent entre nos bras. Qu'elle baigne aussi l'absence, et tu pourras remonter le passé en amoureux voyage, ignorant les huis clos de ces pédants visages aux lourds volets fermés d'égoïstes dédains.
dans l'absurde couloir où l'être crie en vain. Il faudra supporter les jours murés d'absence et les nuits de silence implacable où le souvenir veille. Mais son piano l'attend, vieux compagnon de route. C'est vers lui que toujours elle revient, le cœur au bout des doigts. Ce cœur, pareil au feu couvert qui renaît et qui vibre dans la flambée des notes.